Bonjour tout le monde et merci pour votre participation dans notre webinaire aujourd'hui sur comment produire et utiliser des fourrages sucrés. Mon nom, c'est Shelley Crabtree. Je suis l'agente de transfert et des communications pour la grappe de recherche laitière. J'aimerais commencer par remercier nos partenaires qui sont en lien avec nous du Beef Cattle Research Council et aussi de Agriculture et Agroalimentaire Canada. Quelques points techniques pour partir aujourd'hui. Vous êtes en muet. Par contre, si vous avez des questions ou des problèmes techniques, il y a une petite boîte, une case en bas à la droite de votre écran où est-ce que vous pouvez écrire vos questions ou indiquer si vous avez des problèmes techniques. C'est juste moi, en fait, qui va le voir. On a deux présentations aujourd'hui. Le premier par Gaétan Tremblay, Agriculture et Agroalimentaire Canada, et ensuite du Dr Robert Barthiaume de Valacta. Gilles Tremblay également est en ligne avec nous. Donc, vos questions, vous pouvez diriger vos questions à la fin du webinaire aux trois panélistes qui sont avec nous. Aussi, on est en train d'enregistrer justement le webinaire. Il sera disponible en lien sur YouTube et dans quelques jours, je vous envoie le lien à la fin du webinaire. Donc, tout est inscrit. Vous pouvez y avoir accès, comme j'ai mentionné, dans quelques jours. Donc, je vais partir tout de suite pour introduire nos panélistes. Premièrement, Gaétan Tremblay est un chercheur scientifique en valeurs nutritives des aliments du ruminant au Centre de recherche et de développement sur les sols et les grandes cultures d'Agriculture et Agroalimentaire Canada depuis 1987. Monsieur Tremblay a obtenu un BSCA en bioagronomie de l'Université de Laval en 1983 et un PhD en nutrition animale de l'Université Laval en 1988. En 1992, M. Tremblay a réalisé un transfert de travail d'une année au US Dairy and Forage Research Center de Madison et ses activités de recherche visent principalement à améliorer la valeur nutritive des aliments du ruminant afin de maximiser l'utilisation des fourrages et réduire les coûts de production et les impacts environnementaux. M. Tremblay est professeur associé au département de phytologie de sciences animales de l'Université Laval. Également avec nous est le Dr Gilles Bélanger, qui est un chercheur scientifique en agronomie et physiologie des cultures au Centre de recherche et de développement sur les sols et les grandes cultures d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le Dr Bélanger a reçu un BSc en bioagronomie de l'Université de Laval en 1982, un MSc de l'Université de Guelph en 1984 et un DSc en écologie végétale de l'Université de Paris en 1990. Ces activités de recherche sont axées sur la croissance et la valeur nutritive des cultures fourragères, la gestion des éléments nutritifs, la survie à l'hiver des cultures pérennes, l'impact des changements climatiques et la production de biomasse à partir des cultures pérennes. Le Dr Bélanger est Fellow de la Société canadienne d'agronomie et professeur adjoint à l'Université Laval. Et ensuite, le Dr Robert Barthiaume a obtenu un baccalauréat en agroéconomie de l'Université Laval, une maîtrise en PhD en sciences animales de l'Université de Guelph. De 1989 à 2012, Robert a fait partie de l'équipe de recherche en production laitière au Centre de recherche sur le bovin laitier et le porc de Lennoxville. Depuis juillet 2012, Robert s'est joint à l'équipe de Valacta en tant qu'expert en système fourrager. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Ensuite, je vais passer la parole à M. Tremblay. Oui, alors merci Mme Crabtree. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. OK, bonjour tout le monde. C'est avec grand plaisir qu'on a accepté, moi et mes collègues, l'invitation de la grappe de recherche laitière pour venir vous présenter ici aujourd'hui le webinaire. Comme on vous l'a mentionné, je vais faire la première partie qui va traiter comment produire des fourrages sucrés et mon collègue Robert Barthiaume va traiter la deuxième partie qui va démontrer comment l'animal peut utiliser les fourrages sucrés.
Comme il a été mentionné aussi, c'est que Gilles Bélanger est co-auteur du webinaire. Il pourra intervenir aussi bien que nous en période de questions à la fin et au milieu de la présentation. Je remercie aussi le Beef Cattle Research Council et Agriculture Agroalimentaire Canada de nous fournir l'opportunité de vous présenter ici aujourd'hui nos résultats de recherche. Alors, pour commencer, on peut commencer par répondre à la question pourquoi produire des fourrages sucrés? En fait, on considère généralement que... Oups. Excusez, je vais juste essayer de masquer. OK. On considère généralement que le fourrage typique est débalancé, c'est-à-dire qu'il est faible en énergie rapidement fermentescible dans le rumen et il est riche en protéines très dégradables. Et on voit ici sur le graphique qui est présenté à l'écran que la croissance microbienne en rouge est limitée par la teneur en énergie rapidement fermentescible du fourrage, alors que si on regarde la teneur en protéines dégradables dans le fourrage, on pourrait penser que la croissance microbienne dans le rumen pourrait augmenter. Donc justement, si on augmente la teneur en sucre dans le fourrage, on voit que la croissance microbienne est améliorée, est augmentée. Et ainsi, cette croissance microbienne-là, arriver au niveau de l'intestin, va nourrir le ruminant. Donc, si on augmente la teneur en sucre des fourrages, on augmente la croissance microbienne, ce qui profite à l'animal. C'est l'hypothèse de base sur laquelle on a travaillé au cours de nos projets de recherche. Pourquoi produire du fourrage sucré? On va le voir en deuxième partie, mais d'abord, on peut d'ores et déjà dire qu'une augmentation de la teneur en sucre du fourrage cause une amélioration de l'ingestion chez le ruminant. Elle améliore aussi l'efficacité d'utilisation de l'azote par l'animal et améliore aussi les performances des ruminants en général. Et enfin, elle réduit aussi les pertes. Le fait de produire un fourrage plus sucré permet de réduire les pertes d'azote dans l'environnement. Qu'est-ce qu'on va voir au cours de ce webinaire-là? D'abord, on va voir les pratiques culturelles qui affectent la teneur en sucre du fourrage. On va voir d'abord l'effet de la fauche PM versus la fauche en avant-midi. On va voir le choix de l'espèce pour maximiser la teneur en sucre du fourrage. On va rapidement voir l'effet d'une sélection génétique chez la luzerne pour améliorer sa teneur en sucre. Et finalement, on va voir l'effet de la fertilisation azotée sur la teneur en sucre de la fléole des prés, donc des graminées. Finalement, la deuxième partie sera couverte par Robert Versom et il démontrera l'effet des fourrages sucrés sur les performances du ruminant. Alors voilà pour le plan. Au cours du webinaire, aussitôt qu'on va parler de sucre en général, on parle en termes plus scientifiques, entre guillemets, de glucides non structuraux ou de GNS. Et qu'est-ce qu'on entend par une bonne estimation des glucides non structuraux? C'est la somme des sucres solubles plus l'amidon. Et par les sucres solubles, on entend la somme du sucrose, du glucose, du fructose, du pinidol chez les légumineuses, ainsi que des fructosanes chez les graminées. Mais dans le webinaire, on va parler de sucres totaux, qui est un synonyme des glucides non structuraux. La première question qu'on a voulu répondre, c'est-à-dire on a voulu évaluer l'évolution de la teneur en sucre au cours de la journée. Vous avez ici la teneur en glucides sur l'axe vertical en fonction de l'heure ou le temps après le lever du soleil en heure. Donc, on voit par exemple que la teneur en amidon augmente au cours de la journée, passant de 3 à pratiquement 5 % de la matière sèche 13 heures après le lever du soleil. On voit aussi que la teneur en sucre soluble augmente légèrement au cours de la journée et la teneur en glucides structuraux ou en sucres totaux, qui est la somme des deux dernières composantes, augmente nettement au cours de la journée, passant de 8 % à 1 heure après le lever du soleil à environ 11 % 13 heures après le lever du soleil. Donc, chez la luzerne, la teneur en sucre augmente au cours de la journée ensoleillée. On a fait le même exercice chez la fléole des prés, c'est-à-dire qu'on a mesuré le glucose qui est resté relativement stable au cours de la journée. On a mesuré le sucrose qui, lui, a augmenté de façon significative au cours de la journée. Et de même chose pour la somme des sucres solubles, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'à peu près 6 % à 7,5 %. Et la somme de l'ensemble des sucres dont je viens de parler, soit les glucides non structuraux, a augmenté significativement au cours de la journée, passant de 7 à 8,5 % de la matière sèche. Donc, de ces deux graphiques-là, ce qu'on conclut, c'est que la teneur en sucre augmente ou a augmenté de 1,6 à 4,2 unités de pourcentage au cours de la journée.
et que la teneur en sucre maximale est atteinte entre 11 et 13 heures après le lever du soleil, ce qui correspond à 4 heures ou entre 4 heures et 6 heures de l'après-midi. Donc, nos résultats confirment ce que la littérature rapporte, c'est-à-dire que la teneur en sucre chez les plantes augmente au cours de la journée. On a comparé l'effet de la fauche PM, donc en fin d'après-midi, versus la fauche en début d'avant-midi chez 8 espèces fourragères. Vous avez ici les 8 espèces fourragères étudiées, 6 graminées, 2 légumineuses, et vous avez en l'axe vertical la teneur en sucre de chacune de ces espèces-là, fauchée en avant-midi en rouge ou fauchée en après-midi en vert. Dans le cadre de la piste roseau, par exemple, la teneur en sucre a augmenté de 4,3 unités de pourcentage au cours de la journée, donc entre la fauche PM et la fauche AM. Elle a augmenté comme ça chez les autres espèces fourragères aussi, pour une moyenne de 1,5 unités de pourcentage. Ça, c'était en première coupe à un site. On a fait la même chose en deuxième coupe pour s'apercevoir aussi encore là que la teneur en sucre a augmenté dû à la fauche PM en moyenne de 2,1 unités de pourcentage. Donc, de cet essai-là, on conclut que la fauche en fin d'après-midi cause une augmentation de la teneur en sucre de 0 à 5,5 unités de pourcentage en fonction de l'espèce fourragère et de la période de croissance, avec une moyenne de 1,8 unités de pourcentage. Donc, en général, on peut mentionner que si vous fauchez vos fourrages en fin d'après-midi, vous pouvez vous attendre à une augmentation d'à peu près 2 unités de pourcentage de la teneur en sucre de vos fourrages, qui en contiennent environ autour de 8%. Donc, la concentration de la teneur en sucre va passer de 8 à 10%, par exemple. Qu'est-ce qui arrive maintenant de la teneur en sucre au cours du préfanage de la luzerne? Une fois que le fourrage est fauché, qu'est-ce qui arrive avec la teneur en sucre dans ce fourrage-là? On a fauché encore là de la luzerne à 18h40 après un jour ensoleillé et on l'a laissé au champ sans faire d'andin et on voit que la teneur en sucre a diminué au cours de la nuit qui a suivi la fauche et elle a diminué aussi au cours du préfanage lors du jour qui a suivi la fauche et ainsi que le deuxième jour qui a suivi la fauche. On a fauché aussi de la luzerne dans la parcelle d'à côté en avant-midi le lendemain, c'est-à-dire à 8h35 au jour 2. Et on voit que la teneur en sucre, encore là, dans la luzerne fauchée le matin, était plus faible que la teneur en sucre de la luzerne qui avait été fauchée la veille. La teneur en sucre de la luzerne qui a été fauchée le matin a diminué au cours du préfanage, mais elle est toujours restée inférieure à celle de la luzerne qui avait été fauchée en fin d'après-midi la veille. Comme je l'ai mentionné, dans ces deux cas-là, la luzerne était laissée étendue au champ sans andin. On a fait le même exercice, mais en faisant des andins avec le fourrage. Et on s'est aperçu que la teneur en sucre diminuait plus rapidement lorsqu'on fabriquait des andins avec le fourrage, dû probablement à cause de la respiration. Le fourrage continue de respirer plus longtemps et de façon plus intense dans le fourrage lorsqu'il est en andin. On a fait le même exercice, ça c'était lors d'une coupe, on a fait le même exercice lors de 9 autres coupes pour s'apercevoir encore une fois que la fauche PM cause une augmentation de la teneur en sucre, mais pour s'apercevoir aussi que lorsqu'on laisse le fourrage en andin large plutôt qu'en andin étroit, bien, la teneur en sucre demeure supérieure. Et ça, c'est arrivé dans 3 des 4 fois qu'on a comparé les andins larges aux andins étroits. Donc, de ces graphiques-là dont on vient de voir, on a conclu que la fauche en fin de journée, soit autour de entre 4 et 6 heures en fin d'après-midi, sans andin, c'est-à-dire en laissant le fourrage étendu à plus de 80% de la largeur de la fauche. Ceci maximise la teneur en sucre de la luzerne préfanée lorsque les conditions climatiques sont favorables. Qu'en est-il maintenant de la teneur en sucre au cours de la fermentation d'ensilage? On a fait une série d'expériences et on a démontré que les différences dans la teneur en sucre dues à la fauche PM sont réduites dans l'ensilage à 50% de matière sèche ou non maintenues dans l'ensilage à 35% de matière sèche au cours de la fermentation.
dans l'ensilage à 35%, la fermentation est en effet plus intense, de sorte que les microbes utilisent davantage les sucres et arrivent à l'ouverture du silo. La différence dans la teneur en sucre due à la fauche PM versus la fauche en M est souvent non maintenue. Dans l'ensilage à 50% de matière sèche, par contre, la fermentation est moins intense, de sorte que les différences observées dans la teneur en sucre à la mise en silo sont parfois maintenues et sont en général maintenues et parfois réduites lors de l'ouverture de l'ensilage ou du silo. Par contre, on a observé que si la teneur en sucre à la mise en silo est augmentée de plus de 1 unité de pourcentage due à la fauche PM, par exemple, les paramètres de conservation de l'ensilage sont améliorés, c'est-à-dire que l'ensilage a un pH plus faible, une concentration en acide lactique souvent plus élevée et une concentration en azote ammoniacal plus faible. Donc, le fait d'ensiler du fourrage plus sucré cause une amélioration des paramètres de conservation de l'ensilage. Et justement, l'amélioration des paramètres de conservation de l'ensilage couplée à une teneur en amidon ou en sucre résiduel plus élevée dans l'ensilage de luzerne, fauché en après-midi, a le potentiel d'améliorer la production laitière et c'est ce que Robert va nous démontrer plus tard. Maintenant, on s'est posé la question, quelle espèce choisir pour maximiser la teneur en sucre? Alors, vous avez ici une moyenne des deux premières coupes des fourrages récoltés ici à Québec. Alors, on observe que la teneur en sucre était significativement plus élevée dans le feuille de sucre élevé et dans le trèfle rouge et plus faible dans l'Alpis roseau et la luzerne. Donc, il y a une variation entre les espèces pour ce qui est de la teneur en sucre. La conclusion, je la répète, le fait de sucre élevé et les trèfles rouges sont des espèces à teneur en sucre élevée, alors que l'Alpis roseau et la luzerne avaient de faibles teneurs en sucre. On a aussi essayé on a vérifié l'effet d'une sélection génétique sur la teneur en sucre chez la luzerne. Alors, on s'est associé avec un améliorateur génétique en plante fourragère ici à Québec pour produire 3 populations de luzerne. On avait une première population à sucre moins à faible teneur en sucre, une deuxième population à sucre zéro, donc c'était notre population de témoins, et finalement une troisième population de luzerne à teneur élevée en sucre, sucre plus. Ces 3 populations-là ont été créées suite à un cycle de sélection. On a semé ou établi ces 3 populations de luzerne-là en 8 répétitions à Lévis en 2006 et 2008. Et elles ont été récoltées en avant-midi et en après-midi au stade début floraison, une fois au cours de l'année d'établissement, ainsi que 3 fois au cours de la première année de production de chacun des semis. Vous avez ici la teneur en sucre de la population sucre plus, qui était nette significativement plus élevée que la teneur en sucre de la population sucre zéro et sucre moins aux années d'établissement, et on a observé la même chose aux années de production. Donc, la population sucre plus avait des teneurs en sucre effectivement plus élevées que les 2 autres populations. Comme je l'ai mentionné, on a continué de récolter ces fourrages-là, soit en AM et PM. Ce que je vais présenter ultérieurement, c'était la moyenne des deux. Mais ici, on voit que, encore une fois, la teneur en sucre était nettement plus élevée lorsque la luzerne était fauchée en après-midi plutôt qu'en avant-midi, et ce, aux années d'établissement aussi bien qu'aux années de production. Donc, en conclusion, on dit que la sélection génétique nous a permis d'augmenter la teneur en sucre de 1,1 unité de pourcentage, alors que la fauche PM, elle, qui est un traitement très facile à réaliser au niveau du champ, permet d'augmenter la teneur en sucre de 4,1 unités de pourcentage. Dernière question à laquelle on s'est attardé dans le cadre de cette présentation-là, c'est l'effet de la fertilisation azotée sur la teneur en sucre de la fléole des prés. Alors, vous avez la teneur en sucre de la fléole récoltée au stade d'épiaison à New Liskeard en 2008, à New Liskeard en 2007 et à Kapuskasing en 2007. Et on a fertilisé cette fléole-là avec 5 niveaux de fertilisation azotée, soit 30, 50, 70, 90 et 110 kg d'azote à l'hectare. Et on voit que les traitements de fertilisation azotée n'ont pas affecté significativement la teneur en sucre de la fléole récoltée au stade d'épiaison, de même que la fléole récoltée au stade nantaise. Donc, de cet essai-là, on conclut que la teneur en sucre n'a pas été affectée par la fertilisation azotée, mais il faut dire que la nutrition azotée du sol de ces anécites-là n'était pas limitante. Alors voilà pour la première partie du webinaire. Puis en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on a démontré, c'est que la fauche PM, donc en fin d'après-midi autour de 16 heures en fin de journée,
La mise en andin large, c'est-à-dire à plus de 80% de la largeur de la faux, et le choix de l'espèce peuvent être utilisés pour accroître la teneur en sucre du fourrage de 2 à 4 unités de pourcentage. Alors, merci. C'est tout pour moi. Je vais laisser la parole à Mme Crabtree. Merci beaucoup, Gaétan. Excellent. Je vois aussi qu'il y a des questions qui commencent à rentrer. Donc, on va passer à des questions après la présentation de Robert. Je tiens à compte toutes les questions qui rentrent. Donc, ceux qui ont des questions pour Gaétan, j'ai pris ça en note. Entre les deux, j'ai un petit sondage et quelques questions pour vous. Alors, oh, désolé. Est-ce que vous êtes encore là? Excusez. Moi, je suis toujours là, oui. J'ai pas le sondage à l'écran, par contre. Ah, OK. Non. Donc, on passera tout de suite. Désolé, les questions ne sont pas là. Mes excuses. On passera tout de suite donc à la présentation du docteur Robert Bertillon. Et comme j'ai mentionné, je vais prendre des questions à la fin et les transmettre à Dr. Robert Bertillon, à Gaétan et aussi à Gilles Tremblay qui est avec nous. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Juste un moment, Gilles. Excuse Robert, je vais te mettre en visuel pour tout le monde. On ne le voit pas. Voilà, c'est bien. Voilà. Alors, on y va? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Merci Gaétan. Donc, comme Gaétan vous a expliqué, le principe de base ici, c'était d'augmenter les sucres pour améliorer la balance ou l'équilibre entre l'énergie disponible au niveau du rumen des vaches et la grande quantité de protéines dégradables qu'on retrouve dans la plupart des fourrages, particulièrement les luzernes ensilées, par exemple. Alors, est-ce que ça affecte les vaches? Alors, c'est la question qu'on s'est posée. Et donc, on va essayer de regarder ensemble si c'est bien le cas. Pour ce faire, on a fait 3 essais, parmi d'autres, mais 3 essais que je vais vous rapporter aujourd'hui avec des vaches en lactation. Dans le premier cas, il y avait des vaches en début de lactation qui recevaient de la luzerne, qui étaient ensilées en demi-sec. En milieu de lactation, et là, dans ce cas-là, on a servi de la fléole, du mille. Et en fin de lactation, on est revenu avec la luzerne. En fait, la raison pour laquelle c'est pas constant ici, c'est que les projets n'ont pas été faits exactement dans cet ordre-là, dans la réalité du calendrier. La méthodologie était pas mal toujours la même. En fait, toujours la même du point de vue de la récolte des fourrages et de son entreposage. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fauché les plantes en fin d'après-midi, d'une journée ensoleillée, bien sûr, et la moitié du champ était récoltée le lendemain matin. Les plantes étaient préfanées au champ et récoltées sous forme d'ensilage demi-sec qui est entreposé en grosses balles rectangulaires enrobées parce que pour nous autres, ça fonctionnait très bien au niveau de l'alimentation dans l'étable. Les ensilages demi-secs, là je parle de fourrage qui tourne aux alentours de 50 à 55-60% de matière sèche, étaient servis une fois par jour aux animaux. Dans le cas de l'essai de début de lactation, vous voyez qu'on avait 18 vaches laitières en début de lactation, dont 8 étaient dotées d'une canule ruminale. Ça nous permettait d'explorer le dossier dont Gaétan vient de parler, qui est l'équilibre entre l'énergie et la protéine au niveau du rumen. L'objectif étant que si on réussit à ramener l'équilibre énergie-protéine, on devrait avoir une réduction de l'azote qui s'en va dans l'urine de la vache particulièrement, et donc, en conséquence, une augmentation de l'azote qui va dans le lait. Sinon, ben, l'azote va aller au niveau du poids de l'animal ou de l'augmentation de poids. Alors, vous voyez ici que dans cet essai-là, notre essai numéro 1 avec des vaches en début de lactation,
Les luzernes qu'on a fauchées en avant-midi sont en jaune, et les luzernes qu'on a fauchées en après-midi sont en rouge. On voit que les niveaux de sucre étaient de 3 versus 4,3. Si vous avez remarqué les graphiques que Gaëtan vous a montrés dans la première partie, en général, les niveaux de sucre étaient beaucoup plus élevés que ça dans nos projets précédents. Alors, cette année-là, on a tout simplement eu une année où les niveaux de sucre n'étaient pas très élevés dans les plantes. On a servi ça dans le cadre d'une ration complète avec des concentrés, bien sûr. Les concentrés étaient de l'ordre de 41% de la matière sèche de la ration, ce qui donnait une diète à la hauteur d'à peu près 17% de protéines brutes. Et au niveau des sucres, ça donnait une diète qui, au niveau des fourrages PM, était à 28,7, alors qu'au niveau des fourrages AM, on était à 28,0. Donc, une différence relativement faible. Les vaches, on avait des vaches primipares et multipares, donc je vous présente les résultats séparément ici. On voit des augmentations numériques dans le cas des primipares, mais ces augmentations, aussi bien au niveau de l'ingestion que du lait produit, n'étaient pas statistiquement significatives. Donc, dans le premier essai, avec des vaches en début de lactation, on n'a pas vu d'effet de ces fourrages PM, coupés en PM, donc plus sucrés, sur la production laitière et l'ingestion, ce qui ne corroborait pas nos hypothèses. Par contre, au niveau de l'utilisation de l'azote, Gaëtan vous a mentionné qu'on émettait l'hypothèse que ça améliorait l'utilisation de l'azote. Une des façons de savoir si l'utilisation de l'azote est améliorée, c'est de mesurer l'urée dans le lait. C'est ce qu'on a fait. Au niveau des primipares, on a eu une diminution significative chez les primipares qui recevaient du fourrage fauché en PM. Donc, ça corroborait notre hypothèse. Par contre, au niveau des multipares, aucun effet. Donc, la conclusion de cet essai-là, très brièvement, c'est une augmentation de 0,7 unités de pourcentage de la teneur en sucre dans la RTM totale, dans la ration totale. C'est une ration qui contenait 41% de concentré, je vous le rappelle. N'a pas affecté l'ingestion et la production laitière. Par contre, a causé une diminution de l'urée du lait chez les primipares. On a poursuivi avec un essai en milieu de lactation, encore une fois avec 18 vaches, puis encore une fois avec 8 vaches cannulées. Les vaches étaient donc plus avancées en lactation, donc le pourcentage de concentré dans la ration diminue un peu, il est passé de 41 à 35%. Vous voyez les niveaux de protéines brutes dans la diète et vous voyez encore la différence de sucre entre les fourrages PM, donc plus sucrés, et les fourrages AM, donc moins sucrés. Et là, on voit l'effet de la fauche PM ou de l'augmentation des sucres sur la production de lait. Ici, on parle de lait corrigé pour sa teneur en énergie, c'est-à-dire qu'on tient compte du contenu en protéines et en gras du lait. Et vous voyez qu'au niveau des primipares, on avait une augmentation de l'ordre d'à peu près 400 grammes, tandis qu'au niveau des multipares, on avait une augmentation qui était supérieure qui correspondait à 1,5 kg de lait corrigé pour l'énergie. Donc, très intéressant. Une augmentation de 0,9 unités de la teneur en sucre, d'une RTM contenant 35% de concentré dans ce cas-là et basée sur de la fléole, donc du mil, a permis une augmentation de la production de lait corrigé pour sa teneur en énergie de 0,4 kg chez les primipares, 1,5 kg chez les multipares. Puis ça a causé une augmentation de la teneur en gras et en protéines du lait, ce que je ne vous ai pas montré, question de temps, mais toutes ces données-là sont disponibles dans les publications scientifiques là, qui sont citées dans le bas des diapositives et qu'on peut vous faire parvenir si vous les désirez. Finalement, en fin de lactation, on avait encore une fois 16 vaches, encore une fois 8 vaches cannulées. Et dans ce cas-ci, on servait de la luzerne, fauchée en après-midi et le matin. Alors, je vous fais remarquer la différence des niveaux de sucre observés dans ce projet-ci par rapport au premier que je vous ai montré. Si vous avez de la mémoire, vous allez vous souvenir que dans le premier projet que je vous ai montré, on parlait de 3 versus 4,3 %, tandis qu'ici, on parle de 10,5 par rapport à 12,8. Alors, ça illustre la variabilité aussi des niveaux de sucre selon les conditions climatiques et environnementales. Alors, les quantités de sucre dans les fourrages, c'est, comme on dit en science, très labile, ça bouge beaucoup. Et on voit ici des niveaux beaucoup plus élevés dans le cas du PM. Alors, les vaches ont reçu ce fourrage-là, des vaches en fin de lactation, elles ne recevaient que du fourrage. Attention ici, on n'est pas en train de recommander de donner seulement de l'ensilage demi-sec de luzerne à des vaches en fin de lactation. Absolument pas, c'était pour les fins d'expérimentation, puis on avait des vaches disponibles à ce stade-là. Mais ce qu'on a observé, c'est une augmentation significative de la matière sèche ingérée et une augmentation significative de la production de lait par ces vaches-là qui recevaient les fourrages sucrés, donc fauchés en PM.
Et ça s'était accompagné aussi d'une baisse de l'urée dans le lait de ces vaches-là. Vous observerez que les niveaux sont élevés, c'est normal. C'est des fourrages de luzerne avec des niveaux de protéines élevés pour des vaches en fin de lactation. C'est donc normal que l'urée du lait soit élevée. Et il reste quand même que ce qu'on observe ici, c'est la différence entre deux traitements. Donc, le PM était à un niveau plus faible que le AM. Donc, on avait amélioré l'utilisation de l'azote. En conclusion, une augmentation de 2,3 unités de pourcentage de la teneur en sucre d'une ration sans concentré avec de la luzerne a permis une augmentation de la prise alimentaire de 1 kg par jour en matière sèche et une production de lait supérieure de 1 kg par jour. Et en plus, on a réduit l'urée du lait, donc ce qui démontrait une meilleure amélioration de l'utilisation de l'azote dans ces fourrages-là. Et ça, c'était vrai autant dans ce cas-ci chez les primipares que les multipares. C'est pour ça que je ne les ai pas séparés dans la diapositive. Maintenant, il y a peut-être des gens dans le groupe, dans nos auditeurs, qui s'intéressent aux bovins de boucherie. Alors, dans ce cas-là, on a fait des essais où on a regardé, par exemple, la préférence. Est-ce que les animaux sont capables de détecter des fourrages plus riches en sucre? L'animal que vous voyez ici, c'est un bouvillon croisé Charolais Angus, qui était un des participants à un projet qui recevait les deux bennes ou les deux mangeoires de fourrage ici simultanément. Du côté gauche, il recevait un foin composé d'actyl et de lotier qui avait été récolté après avoir été fauché en fin de journée, en PM, et à droite en AM. Alors, vous observez que on a mesuré la disparition du foin dans la mangeoire après 2 heures, 4 heures, 8 heures et 24 heures. Alors, les animaux recevaient la même quantité au départ et on voit que, surtout les premières heures, ils avaient une nette préférence pour le fourrage récolté, fauché en PM, pardon, et récolté sous forme de foin. Les animaux, ça confirmait des observations faites chez des vaches laitières et d'autres espèces comme la chèvre et le mouton. Il semblerait que les animaux sont capables de détecter par, entre autres, leur odorat, la présence de sucre dans les fourrages. Maintenant, au niveau des bovins au pâturage, bien sûr, dans le cas des bovins de boucherie, on a des animaux qui vont au pâturage. Alors, ce qu'on a fait à ce moment-là, on a regardé la variation dans la composition chimique du pâturage au cours de la journée, qui a confirmé sensiblement ce que Gaëtan nous a montré tantôt. Ici, on parle de vieux pâturage qui était composé en partie de fléoles, mais principalement de graminées, de petites graminées comme du pâturin, des choses comme ça. Et on voit que le matin à 7 heures, les niveaux de sucre étaient inférieurs à ceux qui étaient observés à midi, qui étaient inférieurs à ceux qui étaient observés à 19 heures le soir. La protéine brute, elle, dans ce cas-là, va être affectée de façon quadratique qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elle baisse au milieu de la journée et remonte vers la fin de la journée. Qu'est-ce qui se passe quand on offre aux animaux une bande de pâturage? Ici, c'est du pâturage en bande. Quand on offre une nouvelle bande de pâturage aux animaux, soit le matin ou en après-midi. Ici, on parlait de couple vache et veau dans le bovin de boucherie. Donc, la nouvelle bande de pâturage en AM était offerte à 6h30. En PM, elle était offerte à 16h30. Vous voyez quand la bande foncée ici présente les résultats des animaux qui recevaient le fourrage le plus sucré. Donc, les vaches ici ont gagné du poids et leurs veaux ont fait un gain de poids journalier. Ce sont des kilogrammes par jour supérieurs. Est-ce que les fourrages sucrés, en fait, la base de tout ça, on est allé voir à ce moment-là par une méthode in vitro, c'est est-ce que les fourrages sucrés améliorent vraiment la synthèse de protéines microbiennes, ce qui était notre hypothèse que Gaëtan vous a montré au départ. Ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est qu'on a utilisé des populations de luzerne que Gaëtan vous a présentées tantôt, qui étaient soit pauvres en sucre ou riches en sucre. Celles riches en sucre, vous voyez, elles étaient nettement plus riches en sucrose et en amidon, ce qui faisait qu'au total, elles étaient 3 fois plus sucrées que la population faible en sucre. Quand on a donné ça à des rumens artificiels, c'est une collaboration avec des collègues de Lethbridge. Alors, croyez-le ou non, ici, on a un rumen artificiel qu'on nourrit à tous les jours et à travers duquel on fait passer du liquide et du solide à différents taux. Et on voit ici que ça nous a permis d'observer la quantité d'azote qui sortait de ces rumens-là. Elle était nettement supérieure avec le fourrage riche en sucre. Et la provenance de cet azote additionnel-là, de cette protéine-là qui était livrée à l'intestin des animaux, ce serait de l'azote microbien,
ce qui est l'azote le plus digestible et de la meilleure qualité en termes de profil d'acide aminé pour des ruminants, que ce soit des vaches laitières, bovins de boucherie ou des ovins et caprins. Donc, en conclusion globale, la fauche PM, la mise en andin large et le choix de l'espèce. On se rappelle, fétuque élevé, trèfle rouge contiennent beaucoup plus de sucre, peuvent être utilisés afin d'accroître la teneur en sucre de 2 à 4 unités de pourcentage. Une augmentation de l'ordre de 1 unité de pourcentage de la teneur en sucre permet d'améliorer la prise alimentaire et la production de lait chez la vache laitière, ainsi que les gains de poids et des veaux chez le bovin de boucherie. On peut s'attendre à une augmentation de la production laitière pouvant atteindre à peu près 5 en fonction du stade de lactation de l'animal et du taux d'incorporation du fourrage sucré dans la ration. Alors là-dessus, j'aimerais remercier nos collaborateurs, André Brito, Annick Bertrand, Yves Castonguay, Guy Allard, Réal Michaud et Carole Lafrenière, ainsi que les commanditaires qui ont soutenu financièrement ces projets. Merci beaucoup.